je m'appelle Olivier Leray, je suis salarié Littoral Normand, référent fourrage, référent sol-plante de façon globale. Ça, le suivi des cultures fourragères, le suivi des dossiers carbone, des dossiers ferti, plan prévisionnel de fumure et cahier d'épandage. Et donc, eh bien, écoutez, nous allons échanger ce matin ensemble sur quelques éléments autour du changement climatique. Donc, je vais vous tracer rapidement le changement climatique passé et à venir, grâce à un certain nombre d'études, résultats d'études qui ont été produites très récemment. Je vais ensuite vous présenter l'impact sur les cultures fourragères par le passé et pour l'avenir également. Et puis, on fera ensuite un focus sur les dérobées fourragères, quelles solutions on peut mettre en œuvre pour ce prochain hiver. Donc, on aura le pourquoi il faut faire des dérobées, on aura le quelques comment, et puis ce sera une base pour ensuite échanger avec vous et répondre à vos problématiques. Donc, on va donc démarrer cette session. Et on va démarrer, je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par vous poser une question à laquelle vous pouvez répondre, comme vous a indiqué Benoît tout à l'heure sur le bandeau à droite. Donc, pour la question de, d'après vous, comment le rendement des maïs va évoluer dans les 15-20 prochaines années? Est-ce qu'il va augmenter? Est-ce qu'il va diminuer? Ou est-ce qu'il va rester stable? Vous avez les trois réponses proposées. Et puis, Benoît me remettra les résultats du sondage juste au moment où on abordera la question vers le milieu du parcours. Le sondage est lancé, Olivier. Super, merci Benoît. Je me fais signe. Parfait. Alors, état des lieux du climat, notamment climat passé. Donc, vous avez derrière moi une carte qui vous montre l'évolution du climat. Vous avez la température moyenne qui évolue depuis les années 70 jusqu'aux années 2020 et qui part de 10 degrés en moyenne pour arriver à pratiquement 12 degrés. C'est-à-dire qu'en 50 années, on a augmenté de 1,8 degré la température moyenne ressentie en Normandie, soit 0,3 degrés par décennie. C'est une évolution très importante et qui fait écho aux éléments dont on entend parler par les médias sur l'augmentation moyenne des températures dans le futur. Donc c'est déjà en route, puisque depuis 50 ans, on augmente régulièrement les températures en Normandie. Le GIEC normand nous a proposé un autre paramètre qui est la pluviométrie. Donc, chaque histogramme correspond à une année. On part de 1970 jusqu'à 2020. Et la pluviométrie moyenne, surprise ou pas, reste constante sur l'ensemble de ces 50 dernières années. Néanmoins, il y a des années avec de fortes pluviométries régulières et des années avec des déficits hydriques très marqués. Et on a cette séquence climatique qui se répète. Et donc les écarts, finalement, la moyenne n'évolue pas, mais les écarts sont de l'ordre de 200 mm, en plus ou en moins, selon les années. Donc, par le passé, des températures qui augmentent, des pluviométries qui restent stables, avec des écarts interannuels très importants. Maintenant, on va passer aux éléments que le GIEC normand nous propose, des éléments sur le futur. Donc, vous avez ici l'évolution des températures. L'évolution des températures, je m'arrête 2 secondes sur la carte qui vous est présentée ici, qui est la carte historique. Comment se situe la Normandie? Et les points les plus foncés que vous pouvez voir correspondent aux zones de température les plus froides en Normandie. Donc là, autour de 9 à 10 degrés. Et les points les plus clairs correspondent aux températures moyennes les plus élevées, autour de 11 à 12 degrés. Et puis vous avez l'évolution prévue à hauteur de 2040, 2050, ce sont les évolutions moyen terme que le GIEC nous propose, avec un scénario optimiste en haut et un scénario pessimiste en bas. Et le scénario optimiste nous amène à des augmentations de température de l'ordre de 0,3 à 1,3 degrés. Et le scénario pessimiste passe plutôt de 1,4 à 2,2 degrés en moyenne
finalement sur les 20 ou 30 prochaines années. Donc l'augmentation qu'on a vécue sur ces 50 dernières décennies continue et s'accélère. Et puis, phénomène très important qui ressort bien à l'écran, c'est que les points les plus foncés sont ceux qui présentent les augmentations de température les plus élevées. Donc les zones éloignées des bords de mer, des bords de côte, présentent les scénarios, les évolutions de température les plus élevées. Donc, moins d'évolution sur les bords de côte et plus d'évolution sur les terres situées en retrait du bord de mer. Un autre critère très intéressant que le GIEC nous propose, c'est le nombre de jours de chaleur supérieur à 25 degrés. Ce 25 degrés il est intéressant parce qu'on le connecte tout de suite à la croissance des prairies et la plupart des graminées freinent ou marquent le pas dans leur développement au-delà de 25 degrés. Donc actuellement, on est autour de 13 jours en moyenne, supérieur à 25 degrés. Et dans le scénario optimiste, on passerait à 23 jours. Dans le scénario pessimiste, on passerait à 33 jours. Donc une augmentation finalement des aléas climatiques, des épisodes de sécheresse très marqués qui augmentent, qui passent du simple au double ou du simple au triple quasiment. Donc ça, c'est très important. Et bien entendu, c'est des éléments qui vont être plutôt marqués dans les périodes estivales notamment. Et puis à l'inverse, pour ne pas surcharger la présentation, je n'ai pas repris les éléments, mais sachez que le nombre de jours de gel diminue en proportion également sur l'ensemble de la Normandie, avec moins de nombre de jours de gel que l'on peut constater actuellement. Sur les projections en matière de précipitations annuelles, eh bien, grosso modo, on peut retenir que les précipitations ne vont pas beaucoup évoluer quand on regarde les chiffres moyens. Néanmoins, la Normandie est très contrastée du point de vue des pluviométries. Et vous le voyez ici sur la carte historique qui retrace tous les points en bleu qui sont supérieurs à 850 mm d'eau. Les points en vert, c'est plutôt 750 à 850 mm d'eau. Les points en jaune, c'est inférieur à 750 mm d'eau. Donc vous pouvez voir qu'en Normandie, on a tous les climats. On a des climats à plus de 1000 mm, on a des climats à 750 et on a des climats plus séchants, la zone ici et puis la zone du sud de l'Eure, plus séchants avec entre 650 et 750 mm d'eau en moyenne sur les 30 dernières années. Et qu'est-ce que ça donne l'évolution des précipitations? Eh bien, en fonction du scénario optimiste, l'évolution serait plus marquée, la tendance serait une pluviométrie stabilisée, mais un peu plus d'eau qui serait rapportée sur les zones finalement les plus séchantes, et un peu moins d'eau, voire un petit peu de diminution des pluviométries sur les zones les plus arrosées. Donc un rééquilibrage, mais cela dit très, très modeste. Pluviométries qui vont rester relativement stables avec des différences marquées selon les territoires. Sur la pluviométrie, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la scénarisation tout au long de l'année. Pourquoi? Parce que si la Normandie a cette image de verdure régulièrement, c'est bien parce que la pluviométrie est étalée de façon quasiment uniforme tout au long de l'année. La pluviométrie moyenne en Normandie, c'est entre 50 et 80 mm d'eau tous les mois. Et bien ça va évoluer et ça va, je vous l'illustre ici, puisque la pluviométrie moyenne, elle est représentée sur la carte historique que vous avez ici. Mais vous avez ici la carte de l'hiver, la carte du printemps, de l'été et de l'automne. Et vous voyez qu'en fait, la pluviométrie de l'hiver va augmenter. La pluviométrie du printemps va rester relativement stable. Par contre, en été et en automne, on aura une diminution assez sensible des pluies reçues pendant ces périodes-là. Donc les pluviométries moyennes n'évoluent pas. Par contre, on a un décalage de pluviométrie entre l'hiver plus arrosé et des étés-automnes moins arrosés. Alors, changement climatique, ok. Quel est déjà l'impact aujourd'hui sur les cultures fourragères? Vous avez ici, sur le maïs, les cultures fourragères et en réponse au sondage que Benoît va peut-être me livrer prochainement. Exactement. Parfait, je t'écoute. Alors, sur le sondage, 38% des participants pensent que cela va augmenter, 38% pensent que ça va rester stable et 25% pensent que ça va diminuer. Très bien. Voilà. Très bien.
C'est très intéressant et je pense que ça représente bien la Normandie. Je vais vous le démontrer progressivement. Néanmoins, aujourd'hui, en termes de constat posé, eh bien, la tendance au niveau des rendements maïs en silage est à l'augmentation depuis les 40-50 dernières années. Pourquoi? Vous le voyez ici, quel que soit le département, finalement, la tendance est de prendre 1 tonne de matière sèche par hectare tous les 10 ans. Ça, c'est permis, bien entendu, par le progrès génétique. C'est permis aussi par l'évolution de vos pratiques, que ce soit en termes de date de semis, etc., de choix de variétés, de conduite de la fertilisation azotée notamment, mais c'est aussi évidemment le fruit, c'est la plante tropicale qui a profité de l'augmentation climatique que je vous ai présentée tout à l'heure. Sur les évolutions des rendements des prairies depuis 40 ans, le constat ici, il est posé. Comme vous pouvez le voir, les courbes sont très dentelées, mais relativement du même niveau, quelles que soient les années, depuis les années 80 jusqu'aux années 2020. Et pourquoi? Eh bien, enfin, pas pourquoi, mais c'est le constat que finalement, les rendements des prairies sont relativement stables et ce suivi-là montre une variabilité interannuelle d'environ 15% depuis, avec des années en plus ou en moins, des années avec des rendements supérieurs à la moyenne, de 15% en moyenne et de 15% parfois en dessous de la moyenne. Donc des écarts assez significatifs sur les prairies. Mais une évolution, une stabilité du rendement. Sur quel est le mix entre les évolutions climatiques et puis les cultures fourragères? Alors, avant de répondre à ces questions-là, je vous propose de comprendre le raisonnement, notamment par le fait de se dire, voilà, il y a une augmentation de température qui va favoriser la croissance des plantes, il n'y a pas de souci. Néanmoins, comme on va avoir plus de jours à 25 degrés, on va avoir des phénomènes de blocage, de développement des plantes, et notamment des graminées prairiales, on en a parlé tout à l'heure, mais ça va impacter aussi la culture du maïs pendant l'été, qui lui va se mettre en attente de la prochaine pluviométrie pour continuer son développement. Donc, sur la partie température, c'est un peu ambigu. Sur la partie pluviométrie et précipitation, eh bien, on a vu que la pluviométrie et le manque d'eau estivale risquent d'être un facteur limitant. Donc, ça dépend un peu de quelle situation on part au départ. Si on part de 1000 mm et qu'on en perd un petit peu, c'est à mon avis assez mesuré. Mais non, si on est à 650 mm, même si on en gagne 50, eh bien, on n'est que à 700 mm. Si cette pluviométrie tombe plutôt en hiver, eh bien, ça veut dire qu'on aura une sécheresse estivale. Donc, du coup, la disponibilité en eau va être un facteur limitant. Et puis, on prend un troisième paramètre qui est la teneur en CO2. Et la teneur en CO2, elle, est favorable au développement des plantes par la stimulation de l'activité de photosynthèse. Donc, concrètement, sur les maïs, et on va rejoindre l'aspect du scénario, de la question que je vous ai posée tout à l'heure, à laquelle vous avez répondu à 38%, augmentation, 38% diminution et le reste, une vingtaine de pourcents en stabilité. Et bien effectivement, vous voyez qu'à l'horizon 2040, sur le scénario qui a été projeté par les études Climalet, en maïs fourrage dit classique, c'est-à-dire sans irrigation, et sans itinéraire technique modifié, c'est-à-dire on ne change pas les dates de semis et on ne change pas les indices de variété que vous utilisez, eh bien l'impact serait entre un scénario avec des rendements équivalents, voire des rendements inférieurs, pour les raisons de sécheresse estivale qu'on a déjà évoquées ensemble. Et puis vous avez, pour des maïs fourrage classiques, un itinéraire technique adapté, avec des dates de semis plus précoces, avec des indices de variété qui sont plus élevés pour aller chercher, puisqu'on sait que plus les indices de précocité augmentent ou que les gammes de précocité diminuent vers des demi-tardifs notamment, et bien plus la capacité de la plante à faire de rendement est élevée. Donc du coup, ça se traduirait par des augmentations de rendement intéressants. Et puis dans les maïs fourrage, à partir du moment où l'eau n'est plus un facteur limitant et qu'il y a de la sonde de température, et bien qu'on change d'itinéraire ou qu'on ne le change pas, l'augmentation sera
l'augmentation de rendement sera avérée. Et puis par contre, la deuxième chose qui est intéressante dans cette étude, c'est qu'il nous montre ici l'écart entre la date de floraison et la date d'ensilage. Et vous voyez que l'écart, il est très important dans les années 70, puisqu'on réalisait des dates de floraison autour du 20 août et des dates d'ensilage autour du 1er novembre, pour ainsi dire. En 2020, les dates de floraison sont revenues autour alors on est dans la zone Cotentin pour ce cas particulier, mais on est autour du 1er août pour les dates de floraison, entre le 1er et le 10 août, et les dates d'ensilage sont déjà arrivées début octobre. Eh bien, on a donc deux phénomènes. Un, les dates avancent dans l'année, et deux, la fenêtre de tir pour récolter les maïs à la bonne maturité s'accélère, et la fenêtre de tir se diminue, du coup, puisque les maïs vont avancer de plus en plus vite. Et donc, à la projection 2100, sur un scénario classique, on serait sur des dates de floraison dans le Cotentin fin juillet, vers le 20-25 juillet, et des dates de récolte vers le 1er septembre. Sur les graminées, sur les prairies, on a deux phénomènes. On a les températures plus douces l'hiver puisqu'il y a moins de gel et le phénomène de la diminution de la pluviométrie et des températures élevées en été, qui se traduisent comment? Par un pic de croissance printanier plus tôt et plus élevé, et par une sécheresse estivale plus marquée et plus longue, puisque le redémarrage à l'automne va être un petit peu décalé dans le temps, ce qui concrètement se traduira par une repousse d'automne qui sera décalée et sera plus tardive. Globalement, M. Moreau nous dit que les rendements moyens vont augmenter des prairies légèrement, mais avec des périodes pour exploiter les prairies un peu différentes de celles qu'on connaît actuellement. Plus tôt à la sortie d'hiver et plus tard en automne. Et puis, cette étude Climalet et puis les études que M. Ruget avait fait portaient aussi sur la culture de la luzerne et désignent en Normandie la luzerne comme étant le fourrage un peu gagnant du réchauffement climatique. Pourquoi? Alors, vous avez ici ce graphique qui représente un certain nombre de coupes. Vous avez le rendement par coupe en bâtonnet. Vous avez les dates de rendement par coupe. Je peux imaginer que les dates ne soient pas très visibles, alors je vais juste vous les illustrer ici pour le rendement sur la partie Cotentin et Centre-Manche. Première récolte au 20 mai dans les années 50-70, et dans le scénario actuel, 2010-2040, on est sur des récoltes au 9 mai, et on va ainsi de suite gagner des jours sur la récolte pour la première coupe. Donc la première coupe va se faire plus tôt, mais pour des rendements équivalents. Par contre, la deuxième coupe, elle, va se faire plus tôt et avec des rendements qui progressent très nettement, puisqu'on partirait de 3 tonnes à aujourd'hui 4 tonnes et dans le futur, pourquoi pas atteindre les 5 tonnes sur la deuxième coupe. Même constat sur la troisième coupe, et la tendance est vraie également sur le Pays de Caux, avec une coupe, première coupe, même rendement, deuxième coupe, augmentation du rendement, des coupes qui se déroulent plus tôt, et troisième coupe également qui augmente en rendement. Et puis, la possibilité de faire une quatrième coupe, ça c'est le chiffre que vous avez ici, 8 années sur 10 on peut faire une quatrième coupe, et puis une cinquième coupe, où là actuellement on est à une année sur 10 où on peut faire une cinquième coupe dans le Centre-Manche Cotentin. Et sur les scénarisations fin de siècle, eh bien on arriverait probablement à 7 années sur 10 à pouvoir faire une cinquième coupe. Et puis dans le Pays de Caux, c'est la même tendance, avec aujourd'hui une quatrième coupe qui arrive une année sur 2 ou 5 années sur 10, et on arriverait probablement très proche des quatrièmes coupes systématiquement dans les années, au-delà des années 2050. Donc pour la luzerne, augmentation du rendement, augmentation du nombre de coupes, et donc d'où la conclusion que la luzerne est la plante qui est la fourrage gagnant pour le réchauffement climatique. Alors, le changement climatique en résumé, des températures qui augmentent de façon modérée, si c'est le scénario climatique optimiste qui remporte la palme, avec néanmoins plus de jours de forte chaleur et moins de jours de gel.
La pluviométrie qui reste équivalente relativement en quantité, mais par contre qui se déplace, plus de pluviométrie en hiver et moins de pluviométrie en été et en automne. Donc un changement climatique par contre en Normandie qui le plus souvent est bénéfique, notamment pour les potentiels de production des maïs et des luzernes avec des capacités d'adaptation intéressantes. Et puis quand même à noter qu'il y a des écarts en Normandie dans cette tendance-là entre les terres qui sont en bordure de mer et puis les terres qui sont plus reculées dans les terres et qui seront plus impactées par les augmentations de température et globalement par l'augmentation des aléas climatiques et des épisodes de sécheresse qui vont être de plus en plus marqués. Alors là-dedans, maintenant, la place des dérobés pour sécuriser le système fourrager. Les dérobés, il s'agit bien de cultures que l'on met en place après une culture estivale, récoltée en été, et qui précède une culture que l'on va implanter au printemps suivant. Alors, une dérobée, s'il y a quelque chose à retenir, c'est vraiment de se poser la question, quel est l'objectif que je poursuis quand j'implante la dérobée que je suis en train d'implanter en ce moment. On ne peut pas obtenir d'une seule dérobée l'accomplissement de beaucoup d'objectifs. Et donc, il faut pouvoir évaluer et mettre les moyens en œuvre en fonction de l'objectif qu'on a déterminé. Les moyens en œuvre, c'est à la fois le nombre de coupes, c'est à la fois la fertilisation, c'est à la fois les choix des essences et des espèces qu'on va mettre en place. Alors ici, je l'illustre avec deux choses. En général, dans les dérobés, on nous demande soit de produire du volume, soit de réfléchir sur la matière azotée totale et de trouver les fourrages qui nous apportent le plus de matière azotée totale. Pour les questions de volume, de nombreux essais, vous en avez fait un certain nombre, les instituts et les structures de conseil en font également un certain nombre, et ça nous amène des rendements, grosso modo, entre 2 tonnes et 6 tonnes de matière sèche qui sont accessibles. En général, pour aller chercher les 6 tonnes de matière sèche, il faut même envisager probablement 2 coupes. Mais en tout cas, c'est une production qui est permise sur les 6-7 mois qui séparent la récolte de la culture N-1 de la récolte du semis de la récolte printanière de l'année N. Et très clairement, quand on produit du volume, il faut être tout à fait clair et tout à fait conscient du fait qu'il y a un antagonisme entre rendement et matière azotée. Je vous l'illustre ici avec le tableau, qui est donc un tableau qui représente un essai qui a été mené sur un raigra italien, semé en septembre, et avec une fertilisation azotée de 70 unités d'azote. Donc ce n'est pas un essai qui a été mené en Normandie, mais la tendance, et c'est celle-là qui est intéressante et qui est reproductible partout, pour 15 jours d'écart de récolte au printemps, entre le 11 avril et le 26 avril, le rendement a progressé de 1/3 pour passer d'un indice 100 à un indice 136. Les valeurs UF se sont légèrement diluées dans le rendement, mais restent d'une teneur tout à fait acceptable par kilo de matière sèche. Par contre, la valeur azotée, elle, a chuté de pratiquement 40% en 15 jours. C'est-à-dire que la matière azotée s'est diluée dans l'augmentation de rendement. Et donc la valeur par kilo de matière sèche s'est diluée également. Et là où on avait un fourrage qui était intéressant pour des bovins laitiers en production, eh bien on passe à un fourrage qui devient intéressant pour des bovins allaitants ou pour des animaux en croissance, que ce soit les élèves laitiers ou les élèves allaitants. Donc ça, c'est très important quand on choisit la stratégie volume. Et quand on choisit la stratégie matière azotée, récolter de la matière azotée, eh bien, je profite de cette tribune pour vous poser 3 constats. Le premier, c'est que si vous voulez de la MAT, il faut récolter les fourrages en automne. Pourquoi? Parce qu'on a de la minéralisation du sol, on a des températures et de la pluviométrie qui sont suffisantes pour assurer la minéralisation, mais pour permettre la levée des graminées et des légumineuses rapidement. Et donc, les légumineuses qui vont pouvoir contribuer à apporter de la MAT dans le fourrage. Et donc, le message, c'est ça, c'est que si vous voulez récolter de
des fourrages azotés, enfin des fourrages riches en azote, eh bien, il y a une stratégie de récolte à l'automne pour aller chercher des fourrages riches, parce que les conditions sont favorables. A contrario, si vous récoltez des fourrages au printemps, il est possible que les fourrages soient riches en azote, mais naturellement, la minéralisation est ralentie, donc il n'y a pas de libération d'azote dans le sol, très peu en tout cas. Les légumineuses ont un zéro de végétation qui est supérieur aux graminées. Le zéro de végétation des graminées, en gros, c'est 0 degré. Le zéro de végétation des légumineuses, c'est entre 2 et 4 degrés. Donc les légumineuses ne travaillent pas beaucoup pendant l'hiver, ne fixent pas d'azote et ont une proportion de contribution au rendement trop faible au printemps pour fournir de l'azote. Donc si on veut au printemps avoir des fourrages riches en azote, eh bien, il faut reprendre et réfléchir à la fertilisation azotée à la sortie de l'hiver pour que dans les 1 mois et demi à 2 mois qui suivent cette pratique de fertilisation, on puisse récolter des fourrages avec une densité en matière azotée adaptée aux objectifs que vous poursuivez. En termes de valeur alimentaire, le choix des dérobés, c'est quelque chose de complexe. C'est important, ça devient une culture qui reste en place pendant 7 mois, mais vous avez plus de 10 graminées disponibles pour faire vos mélanges, vous avez plus une dizaine de légumineuses disponibles, et puis il ne faut pas oublier les crucifères dans tout ça, et toutes ces plantes-là ont des caractéristiques relativement différentes. Donc là, ce tableau ici, produit par Arvalis, vous propose à l'horizontale, en lecture horizontale, horizontale comme ça, les valeurs en matière azotée qui passent de 7% ou 70 pour 1000 à 32% de MAT, et puis des fourrages qui passent de 0,5 UF à 1 UF. Et vous avez ici, représenté sur des valeurs en vert, bien entendu, donc avant la conservation, tout le cercle des légumineuses qui, ici, ont des valeurs énergétiques relativement élevées. On est entre 0,8 et 0,9 UF, parfois quelques fourrages un petit peu moins élevés, mais globalement, des bonnes valeurs azotées et énergétiques, puisqu'en azote, on est supérieur à 20% d'azote de MAT dans le fourrage. Ensuite, vous avez un cœur ici avec les crucifères, et notamment les colzas fourragés, qui sont des plantes qui ont la capacité de capter 17-18% de MAT. Donc quand on cherche à corriger les besoins des vaches laitières, notamment, c'est des fourrages auxquels il faut penser, qui sont très intéressants. Et puis vous avez ici les avoines, et on aurait pu rajouter les seigles, qui ont une valeur UF relativement intéressante, et des valeurs azotées un peu plus limitées, mais néanmoins une capacité quand même d'aller chercher de l'azote, il faut le prendre en compte. Les RGI sont également présents dans cette même zone. Vous avez un certain nombre de crucifères qui, ici, sont pas forcément destinés à la récolte, mais plus au pâturage, mais qui ont une valeur azotée non négligeable, qui varie quand même entre 10% et 17%. Donc il faut bien les positionner et aller bien les chercher quand on veut que les animaux en profitent au maximum. Et puis les céréales d'été, elles, sont par contre très, très faibles en valeur matière azotée et en valeur UF et PDI sont plutôt faibles aussi. Donc il faut connaître bien ces valeurs-là pour les distribuer aux animaux pour lesquels ça peut couvrir les besoins. Alors, je vous propose ici quelques mélanges qui ont été testés en Normandie et ça me permet de vous proposer ces mélanges-là parce que ça me permet d'introduire ici les notions de date de disponibilité de la terre. Donc vous avez ici un mélange proposé pour des terres qui seraient disponibles avant le 15 juillet, donc derrière des orges, clairement. Donc là, c'est un sorgho multicoupe à 20 kg, accompagné de trèfle d'Alexandrie à hauteur de 6 kg. Si la terre est disponible avant le 15 août, donc pour des récoltes de blé notamment, pour la majorité de la Normandie, vous allez pouvoir travailler là pratiquement toute la gamme. Je vous en propose 3, simplement parce que ensuite j'ai retenu ces mélanges-là pour à la fois vous proposer des rendements, des valeurs alimentaires et puis des coûts. Donc avoine de printemps, veste commune et pois fourragés. Avoine à 40 kg, veste à 8 kg et pois à 15 kg.
Vous pouvez bien entendu travailler avec du RGI qui va très bien se comporter à hauteur de 10 kg. Et là, il ne faut pas hésiter à charger en trèfle, et notamment trèfle d'Alexandrie, en légumineuse, pour que les légumineuses à l'automne produisent rapidement et captent de l'azote. Et puis, il ne faut pas oublier la place du colza fourragé, pâturé, et pourquoi pas ensilé, à hauteur de 15 kg, qui se met avant le 15 août, sera exploitable tout pendant que les terres vont être portantes avant les pluviométries de l'automne. Et puis, si la terre est disponible avant le 15 septembre, juste avant le 15 septembre, là, on va être plutôt sur des céréales ou des graminées qui s'implantent rapidement, qui lèvent rapidement. Très peu de chances de les récolter avant la mise en place de l'hiver, mais on a vu quand même ces derniers hivers, ces derniers automnes, des récoltes au 15 novembre, voire même un peu après, donc c'est possible. Ici, je vous propose un RGI à 12 kg, plus un trèfle incarnat à 12 kg. Et puis, avant le 15 octobre, on va plutôt travailler sur des céréales qui sont robustes et qui ne craignent pas le gel. Donc là, je vous propose la combinaison seigle fourragé à 50 kg, veste commune à 12 kg et pois fourragé à 25 kg. Ces mélanges-là qui ont été étudiés sur plusieurs années par les chambres régionales de Normandie nous ont permis de décrire les valeurs alimentaires que vous avez ici, donc avoine de printemps plus trèfle, régras italien plus trèfle, régras plus vesse, seigle plus vesse. Et vous avez grosso modo des récoltes qui ont été faites à l'automne sur un cycle d'environ 70 jours, donc 2 mois et 10 jours. Donc sur un semis au 10 août, ça nous amène sur des récoltes au 20 octobre. Et vous avez le rendement ici, rendement donc déterminé à hauteur de 2,5 tonnes environ à l'automne. Vous avez le pourcentage de légumineuses qui varie de 40 à 80%. Donc c'est bien la période favorable au développement et à l'implantation et à la contribution des légumineuses dans la valeur alimentaire. Valeur alimentaire qui se trouve tout à fait intéressante avec des mélanges à 17, voire 19 et 20% de MAT pour des valeurs UF supérieures à 0,8, donc qui permettent d'envisager de nombreux usages, que ce soit pour des bêtes en croissance ou pour des bêtes en production comme les vaches laitières. Et puis ensuite, très rapidement, le coût des fourrages, de ces fourrages-là qu'on a projetés. Alors, le tableau comporte de nombreux chiffres, juste pour vous les montrer. Néanmoins, tous ces chiffres-là sont à caler par rapport à vos pratiques à vous. Ici, il s'agit des coûts opérationnels des fourrages, où on reprend simplement les frais de semences, les frais d'engrais, les frais de traitement en termes de produits. On prend un forfait récolte et transport. Ça nous donne un coût d'environ 225 à 250 € par hectare, divisé par un rendement autour de 2,5 tonnes par rapport au schéma précédent, qui nous fait des coûts opérationnels ramenés à la tonne de matière sèche, environ 90 € par tonne. Et puis là, ici, je vous ai scénarisé simplement un RGI qui est récolté en 2 fois, une fois à l'automne, une fois au printemps, pour un rendement cumulé de 5 tonnes, et qui amène à un coût de fourrage à hauteur de 64 € par tonne, un coût opérationnel par tonne, en euros par tonne brute, et puis un colza fourragé qui, pâturé, présente un coût de l'ordre de 15 € la tonne de matière sèche. Donc de nombreux potentiels ici que je vous ai présentés, et pour cette conclusion, je vais juste résumer simplement en disant que le changement climatique, il est en cours, avec des impacts que l'on a vus en Normandie en termes d'augmentation des zones de température et de répartition de la pluviométrie différente selon l'année, avec des impacts aussi géographiques un peu différents. Et ça, c'est très important pour choisir chez vous vos décisions. Et puis des couverts fourragers hivernaux qui sont une solution à actionner, mais pas la seule, mais une solution pour prendre le relais des cultures fourragères estivales. Je vous remercie de votre attention, je suis à l'écoute de vos questions, et puis localement, toute l'équipe fourrage que je vous présente là est aussi également à votre disposition pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à les joindre au numéro de téléphone du service client. Benoît, c'est à toi.
Merci Olivier pour cette intervention très intéressante. Donc il va faire plus chaud dans les années à venir. Clairement, la tendance est actée, ouais, tout à fait. Bon. Il y a des questions. Petite information avant les questions. Vous pourrez retrouver cette vidéo en replay via le site Littoral Normand qui va vous emmener sur le site YouTube. Des questions, Olivier, on passe aux questions. Alors, les questions, je prends la première. Bruno nous pose une question. L'impact, valeur et rendement d'un degré en plus sur l'itinéraire d'un fourrage. Quel est l'impact d'un degré sur l'itinéraire d'un fourrage et sur son rendement? Alors, bien évidemment, ça va être variable selon le type de fourrage pris en compte. Aujourd'hui, on a dit que sur les maïs, on gagnait 1 tonne tous les 10 ans et qu'on prenait 0,3 degrés tous les 10 ans également. Donc, si on multiplie ça par 3 pour avoir à peu près 1 degré d'augmentation de température sur les maïs, ça nous amènerait à 3 tonnes de matière sèche. Mais néanmoins, sur ces 3 tonnes, il faut peut-être isoler, ce ne sera sûrement pas 3 tonnes, parce qu'il faut isoler l'aspect génétique. Est-ce que la génétique, en 30 ans, va être capable de suivre le progrès et est-ce que les aléas climatiques ne vont pas devenir prépondérants par rapport au progrès génétique qui va nous être proposé. Donc, à mon avis, on va continuer sur les maïs à progresser sur les zones qui n'ont pas de facteurs limitants en matière de pluviométrie, sur le rythme que l'on a aujourd'hui. Et on le voit déjà en Normandie, sur les zones très séchantes. Là, on a des rendements qui se dégradent très fortement parce que les maïs ne peuvent pas accomplir l'intégralité de leur cycle de culture, puisqu'à un moment, ils sont en stress hydrique, ils dépassent le stade du stress hydrique pour devenir des plantes qui meurent petit à petit sur pied et qui sont très difficiles à conduire jusqu'à leur terme pour avoir des rendements, mais aussi des valeurs alimentaires intéressantes. Sur la luzerne, il semblerait que le scénario soit relativement constant et très optimiste et qui nous permettrait d'envisager sûrement autour d'1 tonne de gain de matière sèche par degré produit. Et sur les prairies, la réponse va être à mon avis plus modérée, plus modeste, parce que les sommes de temps, enfin les nombres de jours de température supérieure à 25 degrés vont freiner la productivité de ces prairies. Et le gain de rendement printanier risque d'être impacté négativement par la perte de rendement en été. Très bien. Merci Olivier. N'hésitez pas si vous voulez d'autres compléments à ajouter ou dans le chat ou dans les questions. Alors, une autre question d'un Haut-Normand, de notre président. Il y a la pluvio et la chaleur, mais n'y a-t-il pas la capacité du sol à conserver l'humidité? Alors, tout à fait. Donc ça, c'est un vrai projet pour le futur, que d'être capable de bien d'avoir des sols qui soient avec une capacité de rétention en eau optimale. Aujourd'hui, on parle, quand on regarde des analyses de sol, il faut s'interroger là-dessus. C'est la première connaissance que l'on a de ça. Le pouvoir de rétention du sol, il est lié au taux de matière organique, il est lié au taux de carbonate dans le sol, et pour une partie aussi, il est lié à la texture du sol, mais cette texture sol-là, on ne peut pas trop la changer. Si on a un sol sableux, globalement, on a un sol sableux. On va avoir du mal à le passer en sol argileux. Mais voilà, le sol sableux étant très filtrant, retenant pas l'eau, et puis le sol argileux, par la complexe argilo-humique, a cette capacité de se gorger très fortement en eau. Mais la matière organique a son rôle à jouer, donc la stratégie de fertilisation organique va être très importante dans les années à venir pour conserver de l'eau dans les fourrages, sans oublier la partie calcaire, qui, si elle a un impact sur le pH et sur les conditions de vie
de l'activité biologique du sol a aussi un impact sur la capacité de rétention en eau des sols. Donc, la pluviométrie, sera un petit peu décalée, mais il faudra avoir des sols qui soient bien denses en matière organique. Le taux de matière organique aujourd'hui cible, c'est les 4. La teneur cible, c'est entre 3, au-dessus de 3 pour les cultures et 4 pour les sols en prairie, quoi. Ok, merci Olivier. Une autre question. Les récoltes à l'automne, début novembre, quels sont les outils pour évacuer au mieux l'humidité des fourrages dérobés? Alors, la première technique, donc on est sur des périodes où évidemment les températures sont relativement fraîches. Les fourrages sont gorgés d'eau. Donc c'est très difficile de favoriser la transpiration des fourrages après la fauche. Néanmoins, on peut utiliser des faucheuses conditionneuses qui vont baisser le fourrage et augmenter de cette façon-là la capacité du fourrage à transpirer. Ensuite, on peut faucher relativement haut, comme au printemps quand on sort de l'hiver et qu'on veut faire que les fourrages atteignent rapidement les 35% de matière sèche. Plus on va faucher haut, plus on va avoir des tuteurs qui vont retenir le fourrage en hauteur et qui vont permettre à l'air de circuler dessous. Et puis, les quantités en général de fourrage à cette saison-là sont relativement faibles, mais ils bénéficieront d'un retournement ou d'un fanage, et c'est à cette saison-là qu'on peut les faner un peu plus. De toute façon, même les feuilles de trèfle ne vont pas disparaître parce que les teneurs en matière sèche sont encore assez élevées. Mais la tendance, il faut le reconnaître, est qu'on a du mal à dépasser les 25% de matière sèche après le 15 novembre. Ce qui nous déstabilise un peu, comme je dis nous, c'est en termes de conseils, parce que quand on ouvre les balles d'enrubannage de ces produits-là, en général, ça sent pas très très bon. Mais pour autant, ce sont des fourrages qui sont riches et qui sont très appétants. Les animaux se jettent dessus pour les consommer rapidement. Donc, finalement, on ne va pas pouvoir les garder très longtemps parce que les balles se déforment et ça gêne la conservation. Mais s'ils sont utilisés assez rapidement dans le mois qui suit l'enrubannage, eh bien, on va limiter très, très clairement les pertes et les soucis de moindre conservation. Encore une dernière question, Olivier? Avec plaisir. Faut-il que les dérobés soient la culture principale et le maïs dérobé? Alors c'est vrai que c'est parfois c'est tout à fait intéressant de s'interroger, et cette question est très intéressante pourquoi le maïs, grosso modo, reste 4 mois et demi en terre. On le sème au 15 avril, on le récolte entre le 15 septembre et le 1er octobre. Voilà, je fais un scénario très schématique. Donc 120, 130, 140 jours en terre. À côté de ça, on va faire une dérobée qui va être mise en terre au 15 août et qui va peut-être être détruite avant le maïs autour du 1er ou du 15 avril. Donc il reste quasiment 7 mois en terre. Eh bien, et on est légitime à se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une dérobée et la culture principale. Aujourd'hui, on a un cadre réglementaire qui nous dit que c'est la culture qui est présente autour du 15 juin qui fait le statut de la culture principale. Après, peu importe le nom, que ce soit une dérobée, que ce soit une culture principale, c'est aujourd'hui qu'est-ce qu'on en récolte, combien de tonnage on sort et quelle stratégie alimentaire on met en place avec les fourrages dont on dispose au quotidien, que ce soit des fourrages dérobés ou des fourrages dits de culture. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en découvrir plus, abonnez-vous sur notre site ou lâchez un petit pouce bleu. À bientôt.